Ma belle-fille m'a appelé, « Papa, on a vendu la maison du lac la semaine dernière. On a oublié de te le dire. » Je suis resté muet pendant 5 secondes. J'ai répondu, « Félicitations, ma chérie. Bonne chance. » J'ai raccroché, je suis allé dans mon garage, et j'ai ouvert un dossier caché. Avec une sauvegarde très spéciale. Ma belle-fille m'a appelé un jeudi après-midi, alors que j'arrosais les roses. Sa voix avait cette gaieté éclatante et répétée que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à vous dire quelque chose qu'ils espèrent que vous ne remarquerez pas. « Papa, a-t-elle dit, on a vendu la maison du lac la semaine dernière. On s'est dit que tu serais content pour nous. On a enfin assez d'argent pour la nouvelle maison à Charleston. » Je suis resté là, le tuyau d'arrosage coulant sur mes chaussures, sans rien dire. Pendant un long moment. La maison du lac, ma maison du lac, celle dont j'avais cédé le titre de propriété à mon fils il y a 18 mois pour qu'il puisse gérer les taxes foncières plus efficacement. Celle où ma défunte épouse avait planté chacun des hortensias qui bordaient la véranda. J'ai dit, c'est merveilleux. Bethany. Félicitations. J'ai raccroché, je suis allé dans le garage, je me suis assis à mon établi, et j'ai ouvert l'ordinateur portable que je garde exactement pour ce genre de moment. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous me regardez ce soir, mes amis. Et si votre famille a déjà essayé de vous prendre quelque chose? Tout en vous souriant à pleines dents, cliquez sur le bouton « J'aime » pour moi. Je m'appelle Walter Ashcroft. J'ai 68 ans, et pendant 35 ans, j'ai dirigé une entreprise de fabrication industrielle depuis un atelier à Dubaï à Toledo, dans l'Ohio. Le genre d'entreprise qui fabrique les machines que les autres sociétés utilisent pour fabriquer tout le reste. Je ne suis jamais allé à l'université. J'ai appris à lire des plans de construction avant d'apprendre à conduire. J'ai bâti cette entreprise de mes mains, avec ma tête, et je l'ai bâtie de façon propre. Chaque contrat, chaque cordon de soudure, chaque dollar était comptabilisé. Je comprenais le risque comme la plupart des hommes comprennent la respiration. On ne voit le danger que lorsqu'il est déjà à l'intérieur des murs. Mon fils Bradley a 41 ans. Il dirige ce qu'il appelle un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, ce qui, pour autant que je puisse en juger, consiste principalement à porter des montres somptueuses et à parler de l'argent des autres. Sa femme, Bethany, est entrée dans la famille il y a 6 ans, avec un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux, et un don étrange pour savoir exactement quoi dire pour me refaire sentir utile après le décès de Carol. Il y a 2 ans. Ils se sont assis là, dans mon bureau, le bras de Bradley autour des épaules de Bethany, et m'ont dit qu'ils voulaient être plus proches de moi pour mes beaux jours. Ils ont dit que la maison du lac, celle située à 2 heures au nord, où Carol et moi avions passé tous nos étés pendant 3 décennies, avait besoin d'un nouveau quai et d'une révision complète de la fosse septique, et que les entrepreneurs là-bas les saignaient à blanc. J'ai fait un chèque de 480 000 $. J'ai signé le transfert de propriété moi-même, de ma propre main, parce que j'avais confiance en mon fils comme j'avais confiance en la gravité. Et maintenant, Bethany était au téléphone pour me dire, presque après coup, qu'il l'avait vendu. Pas rénové, vendu. Et il ne me demandait pas mon autorisation. Il m'informait, comme on informerait un locataire que son bail n'est pas renouvelé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas frappé du poing sur l'établi, comme un homme dans un film. Je suis un homme qui a passé toute sa vie à lire les petits caractères des contrats des autres. Quand une machine commence à faire un bruit qu'elle ne devrait pas faire, on ne panique pas, on l'éteint, et on cherche la panne. J'ai fermé la porte du garage, je suis entré dans la maison, et je suis allé droit au meuble de classement inifugé de mon bureau, celui qui est boulonné au sol. Depuis 1994. J'avais besoin des papiers originaux de l'acte de propriété. Je voulais voir, en noir sur blanc, exactement ce que j'avais signé, et ce que je n'avais pas signé.
Le classeur était verrouillé, comme toujours. Je garde la seule clé sur une chaîne autour de mon cou, jour et nuit. Une habitude prise après des décennies à garder des plans qui valaient plus cher que les maisons de la plupart des gens. Je l'ai déverrouillé, et j'ai tiré le tiroir marqué « Immobilier permanent ». Ma main a rencontré l'onglet familier du dossier de la maison du lac. Je l'ai sorti. Il était vide. Pas mal classé. Pas mince. Complètement, délibérément. Vide. La copie du transfert d'acte, l'arpentage original, les avenants d'assurance, tout avait disparu. Une sensation de froid s'est répandue dans ma poitrine, le genre de froid que je n'avais pas ressenti depuis le matin où la banque avait appelé pour une signature imitée sur une facture de fournisseur, il y a 30 ans. Quelqu'un était venu dans ce classeur. Quelqu'un qui savait exactement quoi prendre, et comment ne laisser aucune trace de son passage. Mon esprit est revenu 3 semaines en arrière, à un mardi où Bethany était arrivée à l'improviste. Avec un plat maison, et une histoire selon laquelle elle voulait me surprendre. En organisant mon bureau pendant que je terminais un appel téléphonique avec mon comptable dans la cuisine. Elle était restée seule dans cette pièce pendant près de 40 minutes. Je me suis rappelé avoir pensé, à l'époque, à quel point il était étrange qu'une femme qui ne m'avait jamais proposé son aide pour la paperasse veuille soudainement alphabétiser mes dossiers. Elle a dû me regarder utiliser cette clé auparavant. Elle venait dans cette maison depuis 6 ans après tout, et elle a trouvé le bon moment pour en faire une copie, ou simplement voler l'original quand j'avais le dos tourné. Je ne sais pas comment elle a ouvert le classeur lui-même. Je le découvrirai plus tard, mais elle s'était introduite à l'intérieur, et elle avait pris exactement ce dont elle avait besoin pour s'assurer que je n'ai aucune preuve de ce à quoi j'avais réellement consenti. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Alors que je me tenais là, à fixer le dossier vide. C'était un SMS du service de surveillance de la fraude de ma banque, alerte de sécurité. Une demande a été soumise pour mettre à jour l'adresse postale de votre compte d'investissement principal vers une résidence à Charleston, en Caroline du Sud. Si vous n'avez pas autorisé ce changement, contactez-nous immédiatement. Je l'ai lu 2 fois. Ils ne se contentaient pas de repartir avec une propriété que je leur avais donnée de bonne foi. Ils essayaient de réorienter toute ma vie financière, silencieusement, patiemment, adresse par adresse, compte par compte. Pendant que j'étais 3 états plus loin, en train d'arroser des fleurs qui appartenaient autrefois à ma femme. Je me suis assis à mon bureau. Mon fils pensait avoir affaire à un vieux veuf fatigué, qui ne remarquerait pas quelques papiers manquants et un formulaire de changement d'adresse. Il a oublié quelque chose d'important concernant son vieil homme. Avant de fabriquer des machines, j'ai passé 11 ans comme auditeur interne pour 2 congrès de fabrication différents, à traquer exactement ce genre de vol. Silencieux et patient. Le genre qui ne s'annonce pas par une vitre brisée, mais par une signature manquante et un chèque détourné. J'ai fermé les yeux pendant exactement 10 secondes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis mis au travail. Je veux être clair sur une chose, parce que je sais comment cela doit sonner. Je ne cherchais pas une raison de me méfier de mon fils. J'ai passé la majeure partie d'une année à me trouver des excuses pour des choses que, de retour en arrière, j'aurais dû questionner immédiatement. Cela a commencé il y a environ 8 mois. Peu après que j'ai eu une petite frayeur d'AVC, qui s'est avérée n'être rien de plus qu'une mauvaise réaction à un nouveau médicament contre la tension artérielle. Bethany a insisté pour gérer mes ordonnances après cela. Elle disait que c'était la moindre des choses. Elle disait que Bradley était trop occupé par le plus grand trimestre de son cabinet pour s'en occuper lui-même. Elle a commencé à m'apporter un pilulier hebdomadaire déjà rempli, scellé avec un petit autocollant qui disait, avec amour, B. Je ne l'ai jamais remis en question. Pourquoi aurais-je remis en question la femme qui était enceinte de mon premier petit enfant?
Mais les semaines qui ont suivi ont été étranges, d'une manière que je ne pouvais pas nommer à l'époque. Moi, un homme qui pouvait se rappeler des termes du contrat d'un fournisseur d'il y a une décennie sans les chercher. J'ai commencé à oublier où je m'étais garé dans ma propre allée. J'entrais dans la cuisine et je restais là, le cerveau vide, sans aucun souvenir de ce pourquoi j'étais venu. Mes mains tremblaient légèrement le soir. Mes mots sortaient plus lentement, plus doux sur les bords, comme si ma langue était devenue paresseuse. Je pensais que c'était l'âge. Je pensais que c'était le chagrin qui me rattrapait enfin, 3 ans après le départ de Carole. Bethany était toujours là quand cela se produisait. Toujours avec son téléphone levé, bien à propos. Oh, Walter, tu es tellement drôle quand tu es fatigué. Riait-elle, en tapotant l'écran. Je prends juste ça pour Bradley. Il s'inquiète tellement pour toi. Ce n'était pas de l'affection. C'était de la documentation. Elle montait un dossier, silencieusement, patiemment, de la même manière que je montais un dossier contre un fournisseur malhonnête. Sauf que cette fois, le fournisseur, c'était moi. Le brouillard s'est enfin dissipé le jour où j'ai trouvé le dossier vide dans mon bureau, et quelque chose dans ma poitrine est passé de la confusion à la fureur, en l'espace d'environ 4 secondes. Je me suis levé, je suis sorti dans le garage, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé fouiller dans les poubelles. Bradley et Bethany m'avaient aidé à désencombrer la chambre d'Amila. Semaine précédente, en sortant 3 grands sacs poubelles qu'ils disaient être pleins de vieux magazines et de coupons périmés. Ces sacs étaient toujours posés près du trottoir, en attendant le ramassage du jeudi. Je me suis jeté sur le premier à main nue, sans me soucier de l'odeur ou du bazar, en ignorant le voisin d'en face qui a ralenti sa voiture pour observer un homme de 68 ans en pantalon fouillé dans les poubelles en plein jour. Près du fond du deuxième sac, coincé entre un cadre photo cassé et une pile de prospectus, je l'ai trouvé. Un petit blister en aluminium, sans étiquette de pharmacie, sans tableau de dosage, juste une simple série de lettres et de chiffres imprimés à l'encre noir au dos. Cet emplacement, dont 6 étaient vides. Je l'ai ramené à l'intérieur avec des mains qui n'étaient pas très stables. Bien que cette fois, ce ne soit pas la drogue, c'était la rage, froide et grandissante. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert un navigateur, et j'ai cherché ce code alphanumérique sur une base de données pharmaceutiques en ligne que j'avais utilisé des années auparavant, lors d'une enquête sur une fraude dans la chaîne d'approvisionnement de mon entreprise. Ce qui est ressorti n'était pas une vitamine. Ce n'était pas un complément pour la mémoire. C'était un sédatif contrôlé, le genre prescrit uniquement sous stricte surveillance psychiatrique, le genre qui produit exactement les symptômes avec lesquels je vivais depuis 2 mois. Élocution pâteuse, perte de mémoire, tremblement, une contrefaçon lente et convaincante de la démence. Ma propre belle-fille m'empoisonnait à ma propre table de cuisine, et mon fils était assis en face de moi à chaque dîner du dimanche, à regarder cela se produire, sans rien dire. Je suis resté assis dans cette chaise pendant un long moment. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement, et je n'ai pas pleuré non plus à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de plus dur, et de plus utile. J'ai pensé à chaque année que j'avais passé à apprendre à Bradley comment fonctionne une entreprise, comment on protège un actif, comment on repère une faiblesse avant que quelqu'un d'autre ne l'exploite. Comment on ne laisse jamais le sentimentalisme nous aveugler face à une menace assise juste en face de la table. Il avait bien appris ses leçons. Il les utilisait simplement contre l'homme qui les lui avait enseignés. J'avais besoin d'une preuve de ce qui s'était réellement passé dans cette maison, pas seulement de ce que je soupçonnais. J'ai un système de sécurité modeste. Des caméras à la porte d'entrée et au garage, rien d'élaboré. Installé il y a des années après une vague de cambriolage dans le quartier.
Je me suis connecté à l'application sur mon téléphone, et j'ai extrait les images de la semaine où Bethany avait organisé mon bureau. L'écran s'est figé. Une fenêtre s'est ouverte au centre de mon moniteur, fond noir, texte blanc défilant plus vite que je ne pouvais le lire. Puis une seule ligne est apparue et y est restée, archive corrompue. Suppression terminée. Quelqu'un avait effacé mes propres images de sécurité à distance, et il l'avait fait avec plus de sophistication que je ne leur en aurais prêté à l'un ou l'autre. Je me suis rassis dans mon fauteuil, et pour la première fois de la nuit, je me suis permis un petit sourire sombre. Bradley avait beaucoup appris de moi sur la protection d'un actif. Ce qu'il avait oublié, ou peut-être jamais pleinement compris, c'est que je ne construis rien, une machine, une entreprise, une maison avec une seule couche de protection. Bien avant de prendre ma retraite, à l'époque où je conseillais encore sur les systèmes de sécurité pour des usines de fabrication inquiètes d'espionnage industriel, j'avais fait installer un second système d'enregistrement indépendant dans cette maison. Il n'était pas connecté au même réseau. Il n'était accessible depuis aucune application sur aucun téléphone. Il fonctionnait sur sa propre boucle câblée, alimentant un petit serveur dans le vide sanitaire sous mon bureau, un espace dont Bradley ne connaissait pas l'existence, parce que je l'avais fait construire l'été même où il était parti pour l'université, et que je ne l'avais plus jamais mentionné depuis. Je suis descendu au bureau, j'ai soulevé la lame de parquet détachée derrière ma bibliothèque, et j'ai connecté un câble au terminal caché. Les images se sont chargées, propres et intactes. J'ai fait défiler jusqu'à la date et l'heure exacte de la visite de Bethany. Elle était là, le plat mis de côté sur la table du couloir, se dirigeant directement vers le classeur avec un petit crochet. Un jeu de crochetage, travaillant la serrure avec la patience calme et exercée de quelqu'un qui avait clairement déjà fait ce genre de choses. Ou du moins étudié comment le faire. Elle avait ouvert mon dossier et l'avait photographié en moins de 6 minutes. Elle avait quitté la pièce en moins de 20 minutes. J'ai continué à regarder. 3 nuits plus tard, à près d'1 heure du matin, la même caméra cachée les a capturés tous les deux dans mon bureau. Bradley montait la garde près de la porte, pendant que Bethany faisait passer des documents dans un petit scanner portable. J'ai augmenté le volume sonore. « Tu es sûr de toi » disait la voix de Bradley, calme, incertaine, la voix d'un garçon demandant une permission, plutôt que celle d'un homme commettant un crime. Une fois qu'on aura soumis le nouvel acte et les papiers de tutelle, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Bethany n'a même pas levé les yeux du scanner. Bradley, c'est un gentil vieil homme qui se rappelle à peine de sa propre adresse la plupart des soirs. Le sédatif fait exactement ce dont nous avons besoin. Le temps que quelqu'un vérifie, nous aurons la maison, les comptes, et l'autorité médicale complète. Il ne comprendra même pas ce qui lui est arrivé. Tutelle. Le mot est resté dans ma poitrine comme une pierre jetée au fond d'un puits. Il ne volait pas simplement des biens à un vieil homme confus. Il montait un dossier juridique pour me faire déclarer incapable, pour me retirer le droit de prendre des décisions concernant ma propre vie, mon propre argent, mon propre corps. Et une fois cela fait, il n'y aurait plus de vente de Maison du Lac à contester, car il n'y aurait plus de moi doté d'une quelconque autorité pour contester. Je n'ai pas appelé la police cette nuit-là. Je veux expliquer pourquoi, parce que je sais que certains d'entre vous qui regardez ceci penseront que j'aurais dû le faire. J'ai passé 35 ans à apprendre que la réaction la plus forte est rarement la plus intelligente. Si j'avais appelé la police avec rien de plus qu'un soupçon et un blister de pilule, les avocats de Bradley et croyez-moi, les conseillers en patrimoine ont toujours des avocats auraient transformé cela en une histoire de père confus et en deuil, s'en prenant aux enfants qui essayaient de l'aider. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de toute l'architecture de ce qu'ils construisaient, pas seulement des fondations.
J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le seul numéro que je garde exactement pour ce genre de situation, un enquêteur fédéral à la retraite nommé Marcus Reyes, qui m'aidait autrefois à contrôler les fournisseurs à l'étranger. À l'époque où les pièces contrefaites inondaient notre industrie et coûtaient des millions aux entreprises. Marcus ne fait plus ce travail publiquement. Il le fait pour les personnes en qui il a confiance, silencieusement, contre de l'argent liquide, en dehors de tout registre officiel. Il a répondu à la deuxième sonnerie, comme il le fait toujours, comme s'il avait attendu exactement ce genre d'appel pendant toute sa retraite. Je lui ai tout raconté, le dossier manquant, les pilules, les deux vidéos, la remarque sur la tutelle. Il est resté silencieux un moment, puis il a prononcé les mots qui ont confirmé ce que je soupçonnais déjà dans mes tripes. Walter, s'il parle déjà de papier de tutelle, il planifie cela depuis des mois, pas des semaines. J'ai besoin de 48 heures et d'un accès complet à tous les comptes financiers sur lesquels tu es prêt à me laisser jeter un œil. Je lui ai tout donné. Je fais confiance à très peu de gens complètement dans ce monde. Marcus Reyes a mérité cette confiance 20 fois plutôt qu'une. Il a rappelé le lendemain soir, et sa voix n'avait rien de son calme habituel. Walter, a-t-il dit, ils n'ont pas seulement mis en vente la maison du lac. En utilisant une procuration médicale qu'ils ont dû forger, probablement avec ta vraie signature copiée d'un ancien document. Ils ont souscrit un prêt hypothécaire de 2,2 millions de dollars sur ta résidence principale il y a 3 jours. Les fonds ont été transférés sur une SARL enregistrée sous le nom de jeune fille de Bethany. Les registres immobiliers de Charleston montrent que cette même SARL vient de conclure l'achat au comptant d'une maison de 900 000 dollars au bord de l'eau il y a 2 jours. Je suis resté assis avec le téléphone contre l'oreille dans le silence de ma propre cuisine, la cuisine où Bethany m'avait servi du poison déguisé en attention pendant 2 mois d'affilée, et j'ai ressenti quelque chose en moi que je ne peux décrire que comme la sensation d'une machine enfin pleinement, complètement comprise. Ce n'était pas un désaccord familial. C'était un vol coordonné, exécuté contre un homme qu'ils avaient chimiquement neutralisé pour s'assurer qu'il ne puisse pas se défendre. Et ils l'avaient fait chez moi, à ma table, en utilisant ma propre confiance comme outil principal. Mon téléphone a encore vibré, presque à l'instant même où j'ai raccroché avec Marcus. Un appel vidéo, le nom de Bradley est apparu à l'écran. J'ai pris 3 lentes inspirations, comme je le faisais autrefois avant d'entrer dans une pièce, pour licencier un homme qui avait volé sur le plancher de l'atelier. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai laissé mes yeux devenir doux et flous. J'ai répondu. Salut, papa, a dit Bradley, le ton bien trop brillant, bien trop facile. Bethany était assise à côté de lui sur leur canapé, une main posée sur son ventre arrondi, me souriant comme si rien au monde n'allait mal. On voulait prendre de tes nouvelles. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu as pris tes pilules du matin. J'ai laissé ma bouche s'entr'ouvrir très légèrement, j'ai cligné des yeux plus lentement que d'habitude, j'ai laissé ma voix sortir fine et confuse. Je crois que oui, mon fils. J'ai eu du mal à trouver des choses dans la maison ces derniers temps. Je ne me rappelle plus où j'ai mis mon carnet de chèques. J'ai cherché toute la matinée. Les yeux de Bethany ont glissé vers Bradley pendant une brève seconde. Un regard de pure et silencieuse satisfaction est passé entre eux, disparu presque avant d'avoir été enregistré. Elle croyait sincèrement que cela fonctionnait. Elle croyait que j'étais quelque part dans cette maison, drogué et perdu, à chercher un carnet de chèques alors qu'il m'avait déjà volé 2 millions et demi de dollars sous le nez. Ne t'inquiète de rien de tout ça, papa, a dit Bradley, en utilisant le ton exact qu'on utiliserait pour apaiser un enfant effrayé. J'ai tout pris en main. Toutes tes factures sont automatiques maintenant. Tu te concentres juste sur le repos. Tu es un si bon fils, lui ai-je dit, et je pensais chaque syllabe de mépris enfouie dans ces mots,
bien qu'il n'ait jamais pu l'entendre. On viendra te voir bientôt, a ajouté doucement Bethany. Je leur ai dit que je les aimais. J'ai raccroché. J'ai arrêté de me voûter avant même que l'écran ne soit devenu noir. Marcus a rappelé dans l'heure avec quelque chose qui a changé toute la forme de ce à quoi j'avais affaire. La maison de Charleston à 900 000 $ n'était pas simplement un nouveau foyer. Elle bordait un projet de marina dans lequel le cabinet de Bradley essayait discrètement de s'infiltrer depuis plus d'1 an. Un projet dirigé, comme par hasard, par un homme nommé Preston Hale qui se trouvait être le même concurrent qui avait tenté et échoué 2 fois de racheter ma société de fabrication il y a une décennie. À l'époque où je la dirigeais. Encore avant de la vendre à mon responsable des opérations de longue date. Bradley ne volait pas seulement mon argent pour vivre confortablement. Il le versait directement dans un partenariat commercial avec le seul homme qui avait passé des années à essayer de me retirer le travail de toute une vie par d'autres moyens. Mon propre fils s'était mis au lit, financièrement parlant, avec mon plus vieil ennemi. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis resté très calme, et j'ai laissé cette trahison particulière s'installer à sa juste place, aux côtés de toutes les autres. Et puis j'ai posé une question simple à Marcus, de quoi ai-je besoin pour arrêter cela avant que ça ne devienne permanent? Il me l'a expliqué clairement, comme on expliquerait une ligne de faille dans un pont au seul ingénieur capable de la réparer. L'argent du prêt hypothécaire était toujours bloqué sur un compte de précaution, en attente d'une autorisation de transfert final lié à la signature de l'accord de partenariat de la marina de Bradley prévu 3 nuits plus tard. Lors d'un dîner de célébration que Preston Hale organisait dans son domaine près de Charleston. Si le transfert aboutissait, l'argent se disperserait dans une douzaine de comptes à travers 2 États, et deviendrait presque impossible à récupérer sans des années de litige. S'il n'aboutissait pas, il restait gelé, traçable, et récupérable. Ce que Bradley ne savait pas, ce qu'il n'avait aucun moyen possible de savoir, c'est qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé à accumuler une vraie richesse grâce à l'entreprise, j'avais mis en place avec mon avocat d'origine une chose dont je n'avais jamais parlé à mon fils parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune raison de penser que j'en aurais besoin contre ma propre famille. Toute demande de transfert sur mes avoirs principaux dépassant $1 million nécessite une autorisation vocale en direct, comparée à une phrase de passe biométrique enregistrée dans les dossiers de mon administrateur de fiducie. Une protection que j'avais construite après avoir vu 2 associés se faire dépouiller par des parents détourneurs de fonds, des décennies plus tôt. La procuration forgée par Bradley pouvait ouvrir des portes. Elle ne pouvait pas ouvrir celle-là. J'ai dit à Marcus de laisser couler. De les laisser marcher. Jusqu'à ce dîner de clôture en croyant qu'ils avaient déjà gagné. Les 2 jours suivants ont avancé lentement. La lenteur particulière d'un homme qui attend de tendre un piège qu'il a construit de ses propres mains. Je suis envolé pour Charleston un jeudi après-midi. Discret. Seul. Sans le dire à personne. Marcus m'a rejoint dans un petit terrain d'aviation privé à l'extérieur de la ville, avec une voiture de location et un dossier contenant tout ce qu'il avait rassemblé, les documents falsifiés, la piste des fonds bloqués et les déclarations sous serment qu'il avait déjà commencé à recueillir auprès d'un responsable de la conformité bancaire qui avait remarqué des anomalies dans les papiers du prêt et qui était plus que disposé à parler une fois que Marcus lui avait expliqué ce qui arrivait réellement à un homme âgé 3 états plus loin. Nous nous sommes garés un demi-pâté de maison plus loin du vaste domaine au bord de l'eau de Preston Hale, la nuit du dîner de célébration, à regarder des voituriers en veste blanche garer les voitures de luxe les unes après les autres. À travers le portail. À travers les hautes fenêtres, je pouvais voir Bradley se déplacer dans la foule, une coupe de champagne à la main, riant trop fort, serrant des mains trop vivement, jouant le rôle d'un homme fait par lui-même, financé entièrement par un vol qu'il pensait que personne ne remonterait jamais jusqu'à lui.
Bethany se tenait près de la porte dans une robe bleu pâle, rayonnante de la confiance particulière d'une femme qui croit avoir déjà réussi à s'en sortir. Avec tout. Marcus avait un micro directionnel braqué sur les fenêtres de la salle à manger, le même genre de micro qu'il utilisait autrefois pour écouter les négociations de fraude maritime des années auparavant. La voix de Preston Hale est arrivée en premier, chaude et expansive, au tout nouveau partenaire du projet d'Ashford Cove. A-t-il annoncé. Et au fait de laisser la vieille garde complètement derrière nous. La voix de Bradley, empreinte de fierté, à l'avenir. Je me suis assis dans cette voiture sombre, et j'ai écouté mon fils porter un toast à la ruine de son propre père avec l'homme qui avait passé une décennie à essayer de détruire tout ce que j'avais bâti. Et je n'ai rien senti basculer en moi, si ce n'est un calme grandissant, qui s'installait pour de bon. J'ai entendu le moment où la demande de transaction finale est passée sur l'ordinateur portable de Bradley. Je l'ai entendu dire à la salle que les fonds se libéraient. J'ai entendu le tintement d'une autre tournée de champagne. Et puis j'ai entendu le silence qui a suivi 30 secondes plus tard quand la demande d'autorisation a heurté un mur qu'elle ne pourrait jamais franchir sans ma voix, ma phrase de passe, mon autorisation. Le ton confiant de Bradley s'est fêlé au milieu de sa phrase. Il y a une sorte de retard, a-t-il bafouillé. La chaleur de Preston Hale s'est évanouie instantanément, remplacée par le ton plat et soupçonneux d'un homme qui ne tolère aucune humiliation à sa propre table. Tu m'avais dit que c'était finalisé, Bradley. C'est le moment où j'ai ouvert la portière de la voiture. Je veux que vous compreniez une chose sur la façon dont j'ai remonté cette. Allez. Je ne portais pas le gilet de laine et les pantoufles que j'avais portés lors de cet appel vidéo. J'avais le même costume anthracite que je portais autrefois pour aller aux réunions de conseil d'administration lorsqu'une entreprise essayait de racheter la mienne sous mon nez, et j'avais l'intention de m'assurer qu'ils repartent sans rien. Je suis passé devant le stand du voiturier, devant le personnel de restauration. Surpris, je suis entré directement par la porte d'entrée. Et j'ai pénétré dans cette salle à manger remplie des inconnus les plus riches de Charleston dont chacun avait passé la dernière heure à écouter l'histoire soigneusement répétée de Bethany sur son pauvre beau-père confus qui s'éteignait là-bas, dans l'Ohio. La pièce s'est tue comme se taisent les pièces lorsque quelque chose y pénètre. Qui ne fait pas partie du scénario de la soirée. Bradley s'est retourné le premier. J'ai regardé chaque goutte de sang quitter son visage en temps réel. Le verre de champagne de Bethany a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol en marbre, et le bruit qu'il a fait semblait résonner bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Papa, a dit Bradley, sa voix montant vers la panique. Qu'est-ce que? Comment tu es seulement? Tu as oublié de me dire que vous aviez vendu la maison du lac, mon fils? Ai-je dit, assez fort pour que toute la pièce m'entende, ma voix parfaitement calme. Et il semble que tu aies oublié autre chose, aussi, c'est moi qui ai construit la sécurité autour de chaque compte que tu viens d'essayer de vider. Je me suis tourné vers Preston Hale, qui me fixait avec l'horreur particulière d'un homme qui réalise qu'il vient de financer publiquement un crime. Je mettrai vos propres avocats au téléphone ce soir, Preston, ai-je dit. Chaque dollar que mon fils vient d'apporter à ce partenariat a été volé chez moi, sous une procuration médicale falsifiée. Et le prêt est déjà signalé à la Brigade des crimes financiers du procureur général de l'État. Cette dernière partie n'était pas tout à fait vraie sur le moment. Elle le serait dans l'heure. Marcus était déjà au téléphone dans l'allée pour s'en assurer. Bradley s'est précipité vers moi, pas violemment, mais désespérément, de la manière dont un homme qui se noie tend la main vers n'importe quoi de solide. Papa, s'il te plaît, on peut t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Bethany, pour sa part, n'a rien dit du tout. Elle s'est simplement tenue très immobile près du verre brisé, à regarder sa performance soigneusement construite s'effondrer devant le public exact pour lequel elle l'avait conçu. Je ne suis pas resté pour le reste. J'avais déjà fait ce que j'étais venu faire. En 6 semaines,
la division des crimes financiers de l'État a monté un dossier complet autour de la procuration falsifiée, du prêt frauduleux et du sédatif que Bettany m'administrait. Sédatif que son propre médecin, une fois confronté à des relevés bancaires montrant un paiement non expliqué de 40 000 $ venant de son compte, a avoué avoir prescrit sous le manteau en échange d'argent dont il avait absolument besoin pour couvrir des dettes de jeu. Il a perdu sa licence médicale. Bettany a été inculpé d'abus financiers sur personne âgée et de fraude. Bradley, faisant face à ses propres accusations pour l'autorisation falsifiée et le prêt frauduleux, a accepté un accord de plaidé coupable qui lui a évité une peine de prison significative, mais lui a laissé un casier judiciaire pour crime, une licence d'affaires révoquée et une ordonnance de restitution qui le suivra pendant les 15 prochaines années. Je n'ai pas assisté au prononcé de la peine. J'ai envoyé Marcus à ma place pour m'assurer que les conditions de restitution soient inattaquables, et j'ai passé cette matinée-là assis dans ma propre cuisine. La même cuisine où j'avais été empoisonné pendant 2 mois, à boire du café dans le calme. Je veux dire quelque chose clairement, parce que je sais que certains d'entre vous qui écoutez ce soir ont vécu leur propre version de cela. Je n'ai pas renié mon fils par colère. Je l'ai retiré de chaque compte, de chaque document de fiducie, de chaque prétention future sur tout ce que j'ai bâti, parce que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout. C'est juste une porte ouverte pour quiconque veut la franchir. J'ai mis de côté une fiducie séparée, entièrement protégée, pour mon petit enfant, administrée entièrement hors de portée de mon fils, destinée à couvrir son éducation et rien d'autre. Afin que toutes les erreurs commises par ses parents ne deviennent jamais une dette que l'enfant devrait payer. C'était la seule miséricorde qu'il me restait à donner, et je l'ai donnée pleinement. La maison du lac a disparu. J'ai fait ma paix avec cela. Les hortensias de Carole appartiennent désormais à quelqu'un d'autre, et j'espère que quiconque s'en occupe les aime comme elle les aimait. Mais mon entreprise, mon nom, et ce qu'il reste de la bonne conduite de ma famille sont entièrement miens à nouveau, protégés de la même manière que j'ai protégé chaque machine que j'ai jamais construite, avec plus d'une ligne de défense, et la patience de laisser un piège finir de se refermer avant de lever la voix. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce soir, c'est ceci, la confiance n'est pas la même chose que l'aveuglement. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais d'arrêter d'être attentifs. Surveillez vos comptes. Gardez un second regard sur tout ce que vous ne pouvez pas vérifier vous-même, et ne laissez jamais, au grand jamais, qui que ce soit vous convaincre que les questionner revient à les trahir. Si cette histoire a compté pour vous ce soir, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Et si vous avez déjà dû vous protéger de quelqu'un qui était censé vous protéger, j'aimerais lire votre histoire dans les commentaires. Dites-moi d'où vous me regardez. Restez solides, mes amis. Restez vigilants, et prenez soin les uns des autres, pour de vrai.